Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 avril. À la une de l'actualité, dans le prolongement du dernier appel téléphonique entre le président de la République Ahmed Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, sur invitation du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot effectuera une visite en Algérie à partir du 6 avril prochain. L'Algérie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU au vu de la dangereuse escalade dans les territoires occupés palestiniens, notamment à Raza. L'enclave enregistre un taux horrifiant d'amputation chez les enfants. Nous ferons le point dans cette édition. En France, menaces et pressions sur les magistrats qui ont prononcé la peine de Marine Le Pen. Une enquête est ouverte. L'extrême droite et ses relais passent à l'attaque dans les médias et sur Internet. Les détails dans ce journal. Une marche pour la libération des prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines organisée en France. L'action rassemble des militants de différents pays pour dénoncer les violations de l'occupant marocain, une première. Agriculture ce soir avec ce projet de grande envergure à Biskra, la production de milliers de tonnes de tomates cerises destinées exclusivement au marché européen. L'installation accueillant le projet sera mise en service en juin prochain. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, dans le prolongement de l'appel téléphonique du 31 mars dernier entre le président de la République Ahmed Tebboune et son homologue de la République française Emmanuel Macron, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jour un appel téléphonique de son homologue français, Jean-Noël Barrot. Barrot doit effectuer une visite officielle en Algérie dimanche à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Dans cette perspective, l'appel téléphonique a permis aux deux ministres de passer en revue les principaux dossiers auxquels les deux chefs d'État ont demandé que soit accordée une attention particulière dans le cadre plus large du règlement des différends qui sont venus récemment contrarier le cours normal de la relation algéro-française. Et à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion d'urgence sur la situation en Palestine au vu de la dangereuse escalade dans les territoires occupés palestiniens, notamment à Raza. L'enclave est soumise à un blocus total depuis plus d'un mois, aggravant les massacres perpétués de manière aléatoire et qui ont touché même les secours, les personnels humanitaires. Cette demande survient après la découverte des corps de 15 personnes activant dans les secours et les urgences à Raza, relevant du Croissant Rouge et de la protection civile palestinienne et l'ONU. La demande survient également suite à une hausse record des violences des colons en Cisjordanie occupée. Les massacres sionistes à Raza sont quasi quotidiens. 50 Palestiniens ont été tués à l'aube de ce jeudi. Et les premières victimes de ces attaques restent les enfants. Des dizaines de milliers d'enfants tués et des dizaines d'autres mutilés par les bombes. La bande de Raza enregistre un nombre horrifiant d'amputations d'enfants et ce, sans compter les dangers des obus non explosés. Walid Yousfi. Déjà vulnérables avant l'agression sioniste en octobre 2023, les enfants en situation d'handicap à Raza sont désormais confrontés à des conditions de vie dramatiques, aggravées par des blessures de guerre, le manque de soins et l'absence d'infrastructures. Le bombardement de Raza, densément peuplé, a causé des blessures graves, notamment chez les enfants, amputations, perte de vision et d'audition, selon l'ONG Save the Children. En 2024, en moyenne, 15 enfants razaouis par jour ont subi des blessures irréversibles, les condamnant à un handicap à vie. Le système de santé s'est effondré et Raza possède à présent le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Beaucoup ont perdu leurs membres et subissent des opérations chirurgicales sans aucune anesthésie. Le Bureau central palestinien des statistiques a révélé que 39 000 enfants de Raza sont devenus orphelins depuis le début de l'agression sioniste. Ces enfants sont désormais livrés à eux-mêmes, tentant de survivre dans des camps de fortune
ou des maisons en ruine. On est en train de faire des opérations à même les sols assez éclairés avec les téléphones portables, à faire des amputations inclus à des gamins sans anesthésie, avec une anesthésie très légère. Hier, par exemple, nos équipes nous envoyaient des vidéos des hôpitaux qui sont complètement saturés avec des dizaines et des dizaines de gamins tout petits brûlés et qui sont attendus dans des conditions vraiment déplorables. Selon l'UNICEF, je cite, Gaza est devenue l'incarnation réelle de l'enfer sur Terre pour son million d'enfants. Pour vous donner une image de la catastrophe que cela représente, en mai 2024, on dénombrait plus de 1000 enfants amputés à Gaza, un chiffre qui, selon les experts, pourrait ne représenter qu'une infime partie de la réalité, tant les données fiables restent difficiles à obtenir. Aujourd'hui, Gaza détient un triste record mondial, plus de 4000 amputations y ont été recensées, dont la grande majorité sont des enfants. Face à cette tragédie, les appels à l'aide se multiplient. L'ONU, les ONG et plusieurs États demandent une intervention immédiate pour évacuer les enfants blessés, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et garantir un minimum de protection aux plus vulnérables. Entre bombardements, famine, absence de soins et effondrement du système éducatif, c'est toute une génération qui est sacrifiée au vu et au su d'une communauté internationale passive, sinon complice. Fin du 3e sommet mondial sur le handicap qui s'est tenu à Berlin avec la participation du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Biga, mandaté par le président de la République, Majid Tebboune. Lors de ce sommet, le ministre a rappelé les engagements de l'Algérie en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap et les grandes avancées réalisées par l'Algérie sous la direction du chef de l'État visant à réaliser une société inclusive, préservant les droits des personnes handicapées dans tous les domaines, renforçant également leur participation au sein de la société dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le ministre a mis en lumière la stratégie algérienne nationale sur le handicap exécutée par le ministère de la Solidarité nationale en collaboration avec le Conseil national des personnes en situation de handicap. Le soutien notamment des établissements éducatifs spécialisés et l'adaptation des systèmes de formation professionnelle afin de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a appelé à renforcer la coopération entre les pays africains producteurs de pétrole en vue d'une exploitation optimale des ressources énergétiques. Arqab s'exprimait par visioconférence aux travaux de la 47e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole. Parmi les principales questions débattues également, les derniers développements relatifs au lancement de la Banque africaine de l'énergie qui tend à renforcer l'investissement dans le secteur de l'énergie. Le ministre de l'Énergie a également pris part à une réunion de l'OPEP+, qui a inclus 8 membres de l'organisation. Il a été décidé d'augmenter la production de 411 000 barils par jour en mai prochain. C'est une hausse graduelle et souple avec possibilité de la suspendre ou l'adapter aux besoins du marché. Les pays participants ont renouvelé leur engagement à compenser tout surplus de production depuis janvier 2024. Les participants sont convenus également de tenir des réunions mensuelles pour examiner les fluctuations du marché et les différents engagements à tenir. En France, les soutiens de Marine Le Pen passent à l'attaque après sa condamnation et celle de son parti pour détournement de fonds publics, que ce soit dans les médias ou en ligne. Les relais de l'extrême droite et ses sympathisants dénoncent la décision de justice et vont jusqu'à porter atteinte à l'intégrité des juges. Une enquête a été ouverte pour des attaques en ligne. Ismaël Sultan, Sabrina Gachwood. Vouloir occuper le terrain médiatique avec des mensonges n'est pas sans conséquences. En France, le feuilleton judiciaire Le Pen continue après la condamnation de l'héritière du Front National à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. En effet, la dirigeante du parti à la flamme rebaptisé Rassemblement National n'a eu de cesse depuis le 31 mars, date du jugement, de contester la décision prise par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Un procès fleuve qui aura duré plusieurs années, mais n'aura étonnamment pas fait la une des journaux. Les juges livrent pourtant 152 pages de décisions motivées, contestées par le parti d'extrême droite qui s'est répandu sur les chaînes d'infos en continu, s'opposant par des accusations graves à ceux qui ont rendu justice. Je suis extrêmement inquiet par cette décision, mais croyez-moi, cette décision de justice,
elle ne suffira pas. Des mots dangereux, la présidente du tribunal a été placée sous protection. Surtout, une enquête a été ouverte ce mardi par le parquet de Paris suite aux propos et menaces proférés à l'encontre des magistrats ayant jugé la chef de file de la droite raciste. Des propos jugés en effet répréhensibles et une enquête confiée au pôle français de lutte contre la haine en ligne. Ces 2 magistrats ont été victimes de cyberharcèlement, de menaces donc par l'intermédiaire de réseaux sociaux, et une enquête a été effectivement diligentée. 5 auteurs ont été identifiés et seront effectivement poursuivis et sévèrement condamnés. Les autorités de justice rappellent que les menaces visant personnellement les magistrats en charge d'un dossier, tout comme les prises de parole des responsables politiques sur le bien fondé d'une condamnation, ne peuvent être acceptées dans une société démocratique. Et que la liberté de parole, y compris en ligne, a pour limite la mise en danger des personnes. L'affaire concerne, rappelons-le, un système organisé de fraude à l'argent public au profit d'emplois fictifs du parti auprès du Parlement européen, quand Marine Le Pen et son parti prônent la sortie des institutions de l'UE. La justice est passée après avoir étudié ce dossier rigoureusement. C'est un jugement qui a été rendu à l'issue de 2 mois d'audience, au cours de laquelle l'ensemble des prévenus, leurs avocats ont pu s'exprimer, ont pu faire entendre des témoins, ont pu contester tout ce qui était dit. Cette audience a suivi plusieurs années d'instruction. Le jugement est un jugement qui est motivé, bien sûr. Il a été longuement expliqué à l'audience. C'est un travail juridictionnel à partir de la connaissance d'un dossier. Marine Le Pen n'est pas victime. Elle est coupable. Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père, qui se chiffre au total à l'arrivée à plus de 4 millions d'euros. Celle qui a été jugée par le tribunal correctionnel comme la commanditaire et la perpétratrice d'un système inauguré par son père Jean-Marie Le Pen a permis de carotter les fonds du Parlement européen, c'est-à-dire votre argent à nous, notre argent à tous, les emplois fictifs du Rassemblement national. Magistrats, politiques et sociétés civiles s'indignent et dénoncent le 2 poids 2 mesures des discours qui se répandent dans les médias français et à longueur d'antenne, vérolés par le climat extrême droitiste du pays. Nombre n'ont pas manqué de rappeler à Marine Le Pen ses discours de ces dernières années, axés sur une tolérance zéro contre les délinquants politiques. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais la leçon peut-elle être comprise par l'héritière Le Pen? Toujours en France, la question sahraoui revient sur la scène, sur le devant de la scène, avec de plus en plus de manifestations en soutien à cette cause juste. Dimanche dernier, les militants des droits de l'homme ont entamé une marche pour la liberté à partir de la mairie d'Ivry. Ils réclament la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines. Ilham Achir, Majed Ahmoud. Madame. C'est à partir de la mairie d'Ivry, en France, que plusieurs militants des droits de l'homme ont entamé dimanche dernier une marche pour la liberté pour réclamer la libération des prisonniers politiques sahraouis se trouvant encore dans les geôles marocaines. Comme c'est le cas pour Naama Asfari, condamnée à 30 ans de prison et qui ne bénéficie d'aucun droit de visite. Vous êtes aux côtés du peuple sahraoui depuis de nombreuses années et votre engagement est pour nous une source de courage et d'espoir. Aujourd'hui, nous marchons pour la libération de nos frères et sœurs injustement emprisonnés, victimes de l'injustice marocaine, simplement, et je dis bien simplement, parce qu'ils ont osé réclamer les droits les plus élémentaires du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Il s'agit de la première étape d'une longue marche à travers différentes villes du territoire français et espagnol pour parvenir à la prison de Qnitra au Maroc où est emprisonné l'époux de Claude Mongin. Les participants marcheront du 30 mars jusqu'au mois de juin afin de rencontrer d'autres volontaires pour raconter l'horreur que subit le peuple sahraoui. Nous sommes solidaires avec l'ensemble des détenus sahraouis dans les prisons de l'occupant marocain. Il y a beaucoup de messages derrière cette marche. La société civile française soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et pour preuve la participation des maires et des parlementaires.
Les participants ont dénoncé les violations flagrantes de l'occupant marocain et ont appelé à l'application du droit à l'autodétermination des Sahraouis reconnu par l'ONU. Au Maroc, la contestation contre la normalisation avec l'entité sioniste ne faiblit pas. Les manifestations de la population se poursuivent pour dénoncer les dérives du Marzen. Ce dernier est impliqué dans des réseaux internationaux de traite d'êtres humains dans un énième scandale qui l'éclabousse. Ayadahou, Yasmine Masouti. Malgré un rejet massif de la normalisation par le peuple marocain, le Marzen continue de servir les intérêts sionistes. Sa dernière dérive, l'expulsion de familles entières de leurs maisons et de leurs terres pour les attribuer à des colons sionistes, illustrant une fois de plus son mépris total des droits de son propre peuple. De nombreuses terres ont été cédées et plusieurs usines fermées dans notre pays, alors même que les portes sont ouvertes aux investisseurs de l'entité sioniste. Ces derniers développements ont donné lieu à une industrie polluante et à une agriculture à forte consommation d'eau, une ressource déjà rare chez nous. En conséquence, nous avons perdu une grande partie de notre souveraineté nationale et de notre indépendance dans la prise de décision. De plus en plus impliqués dans des pratiques répréhensibles, le Marzen continue de violer les droits des Marocains. Il ouvre des réseaux de migration illégale et facilite des formes graves de traite d'êtres humains. Un bébé de 6 mois a été enfermé dans une valise et ils avaient l'intention de le transporter du port de Tanger vers l'Italie en cherchant à contourner les contrôles de sécurité. Un tel acte est scandaleux et met en lumière l'existence d'un réseau de trafic d'êtres humains ainsi qu'une complicité dans ce crime. Qu'est-ce qui peut justifier la traite des êtres humains si ce n'est la soif de pouvoir et de profit, au détriment de la dignité et des vies humaines? Ignorant la volonté du peuple, le Marzen s'engage dans des pratiques secrètes, mettant en péril les intérêts nationaux et sacrifiant sa souveraineté au profit d'intérêts étrangers. Et ce communiqué du MDN dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre la criminalité organisée sous toutes ses formes et lors d'une opération qualitative des détachements combinés de l'ANP, des douanes et de la Sûreté nationale relevant du secteur militaire d'Adalar, 3e région militaire. Ces détachements ont procédé mercredi 2 avril à la saisie d'une quantité de drogue dure, cocaïne estimée à 41 kg ainsi qu'un véhicule utilitaire. Cette opération illustre une fois de plus la détermination des unités de l'ANP et des différents services de sécurité à lutter contre toutes les formes de criminalité organisée et de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Agriculture, réalisation de 4 nouveaux centres de stockage de céréales de proximité dans le désert de N'Memcha. Ils seront opérationnels à la prochaine campagne moisson-battage. Ces centres font partie d'un plan national lancé pour renforcer les capacités de stockage du pays. Reportage Abdelrahman Chebbah, commentaire de Badia Amani. C'est dans ces centres de proximité implantés au sud de Khanchla que seront désormais stockées les quantités de céréales récoltées. Avec un rythme soutenu, les travaux de réalisation sont enfin arrivés à leur terme cette année et s'étendent au niveau de 4 périmètres agricoles spécialisés dans les cultures stratégiques. Ce centre est proche. Il nous évitera les longues files d'attente observées auparavant. الحمد لله سقوس شغلنا قنطار تروح على 60 قنطار ماذا بينا ندفع قدو كايا الميتة سواء الناقي ولا عقلة الناقي والميتة هادشي ماذا بينا سي سلطات انا ريقل يعني الكواغ ظلنا بركة تسوية باش نرني نتوسع سيدي والعام الجاي ان شاء الله تلي انتاجية اكثر واكثر. الحمد لله نلقى جينا 4 الدواك لاباس. المهم المنتوج هذه من عزقي مثلا عزقي المطار كلها ونقص لنا العشان ونقص لنا كل شيء التعب كل شيء. En plus d'offrir des conditions optimales pour le stockage des céréales, ces centres de proximité mettront un terme aux longues files d'attente qui ont entravé le bon déroulement de l'opération de stockage, causant des désagréments aux agriculteurs de la région sud de Khanchla. Ce sera bientôt la récolte et nous acheminerons notre produit au niveau de ces centres de stockage qui sont devenus accessibles. Ces 4 centres de proximité seront mis en service une fois la campagne moisson-battage lancée au niveau de la région sud. Leur capacité de stockage est de 240 000 quintaux. Cette année, la récolte sera bonne.
Ces nouveaux centres de proximité viennent renforcer les capacités de stockage déjà existantes dans cette wilaya du pays, où d'autres projets sont en cours. L'Algérie met sur cette filière stratégique qui la céréaliculture pour atteindre la sécurité alimentaire. Et à Biskra, un projet agricole de grande envergure est en préparation. Il s'agit de produire des milliers de tonnes de tomates cerises destinées exclusivement au marché européen, selon des normes internationales et en usant de technologies modernes. Cette installation très prometteuse sera mise en service en juin prochain. Reportage de Naïma Louali. C'est une première. À Sidi Oukba, près de Biskra, est sortie de terre une serre hollandaise géante s'étalant sur 5 hectares et produisant 4 sortes de tomates cerises destinées exclusivement à l'exportation vers l'Europe. Dans ce méga projet high-tech, l'on utilise des semences porte-greffes non traitées, système qui favorise la croissance des plantes tout en préservant leur caractère naturel. Le projet est destiné exclusivement au marché européen comme export, mais si le marché local répond convenablement à notre produit, on pourra écouler une certaine partie de la production sur le marché national. Mais sur notre business plan, nous avons visé beaucoup plus le marché européen qui est le plus rentable à notre vision. Récemment, on a été le dernier début du mois en Allemagne sur une foire et on a vu certains concurrents et ils nous ont vraiment déclaré comme quoi c'est une serre unique, même au niveau africain. Le coût global de ce projet qui s'étale sur plusieurs années est de 8,6 milliards de dinars, dont 2,6 milliards sont investis dans une première phase relative à l'année en cours, où l'on prévoit un volume d'exportation de pas moins de 1520 tonnes pour une valeur de 742 millions de dinars. C'est que cette serre 3XL dans toute l'année. Au lieu d'avoir des rendements classique dans les 10-11 tonnes à l'hectare, on pourra avoir dans les 300 tonnes à l'hectare, donc des rendements vraiment importants par rapport aux serres classiques. Même on s'engage sur une qualité de produit visant la crème, c'est-à-dire la clientèle VIP en Europe. Avec un taux d'intégration de 90%, cet investissement innovant sera mis en service dès juin prochain, en attendant son extension sur 25 hectares. Unique en Méditerranée, cette initiative va contribuer à la création de près de 600 emplois, dont 200 dès la première phase, favorisant ainsi une agritech locale pouvant inspirer des initiatives similaires dans tout le pays. Et on va à Béchar à la rencontre d'une enseignante 2.0. Cette jeune femme fait partie de la nouvelle génération que rien n'arrête. Elle est dotée d'un don artistique et d'un esprit d'initiative qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Elle multitask, comme on dit, et accumule les activités tout en s'éloignant des méthodes classiques. Reportage de Jawida Baba Ahmed.
Sport football, week-end de championnat en perspective. On va jouer pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis le vendredi et le samedi. 50 rencontres au programme avec une affiche. Le CR Belouizdad, le Dauphin, affronte le NC Magra menacé de relégation. Ce match et d'autres détaillés par Sid Ahmed Boulaïb. Le Chabab de Belouizdad, dauphin du championnat de Ligue 1, aura a priori la tâche facile lors de la réception du NC Magra qui lutte pour le maintien. L'équipe qui occupe l'avant-dernière place voit ses chances de rester parmi l'élite s'amincir de journée en journée et aura à cœur de se donner à fond. En face, le CRB aura également l'obligation de l'emporter pour permettre à l'équipe de rester dans la course au titre. Une autre belle affiche, c'est l'opposant l'USM Khanchla à la JS Kabylie. Les Canaries qui sont passés par une période creuse se trouvent désormais à 1 point de la 2e place et un bon résultat ramené de Khanchla est un objectif qu'il faut à tout prix réaliser. En bas du classement, la bataille fait rage et les places deviennent chères. En recevant l'US Mostaganem, l'US Biskra, Lanterne Rouge n'aura pas d'autre choix que de glaner les 3 points pour sortir de la zone rouge et mettre à mal un adversaire direct à la relégation. Auréolé de sa qualification en demi-finale de la Coupe, le MC El Bayad voudra poursuivre son ascension au classement général. L'équipe qui occupe la 8e place croisera le fer avec la JS Saoura 11e. Le MC Oran, une autre équipe menacée par la relégation, aura fort à faire en recevant le Paradou AC. A noter que les matchs olympiques Arbou Mouloudia d'Alger, ESC Tif CS Constantine et USM Alger Sochlef ont été reportés à une date ultérieure. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.